L'entreprise est-elle, en soi, une maladie pour la planète? L'accent, bien sûr, il est sur les deux petits mots qui se trouvent au milieu de la phrase. Les mots « en soi ». En soi, ça veut dire par elle-même. Ça veut dire consubstantiel de son être. Ça veut dire par nature. Ça veut dire incorrigiblement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'entreprise qui la rend incorrigiblement incompatible avec le milieu dans lequel elle officie? Ça, c'est la question que je voudrais qu'on essaye de filer, de tirer aujourd'hui pendant les 40 minutes qu'on a ensemble. Avant de faire ça, peut-être un mot de contexte sur le prisme au travers duquel on va aborder cette question. Il faudrait des économistes, il faudrait des gens de la régulation, il faudrait d'autres entrepreneurs, il faudrait des collaborateurs, il faudrait des RH. Moi, je ne fais pas tout ça. Je suis sociologue. Et je suis sociologue dans une fonction toute particulière qui s'appelle la sociologie de l'imaginaire. Et pendant les 10 premières années où j'ai raconté ça, à chaque fois qu'on me demandait « mais alors pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais ?» Je ne voulais pas répondre parce que pour moi c'était évident. Et à chaque fois que j'en parle, je vois les visages que vous avez à peu près maintenant et qui est « ah bon, mais c'est quoi quand même la sociologie? Est-ce qu'il va nous le dire? Est-ce que c'est ?» Et à la fin, on me demandait de venir et de faire des talks uniquement pour raconter mon métier. Donc je ne pouvais pas parler des sujets qui m'intéressaient, je disais juste ce que je faisais dans la journée. Donc je prends 3-4 minutes pour vous donner le prisme de ce truc qui est la sociologie de l'imaginaire. Premièrement, la sociologie. Je ne serais pas étonné si vous ne savez pas trop ce que c'est. Moi, je passais une partie de ma première partie de vie adulte à essayer d'expliquer à ma maman que c'était mon véritable métier et qui me disait oui, mais c'était ton véritable métier, mais quand même, mais pour payer le loyer, qu'est-ce que tu fais à côté? La sociologie. Qu'est-ce que c'est que la sociologie? C'est une pratique. C'est pas une science. C'est une pratique qui permet de comprendre un truc, une énigme, l'énigme du lien social. Pourquoi est-ce qu'on fait des trucs ensemble alors qu'on pourrait très bien les faire, chacun dans son coin, comme les araignées? Pas toutes, mais la plupart. Pourquoi? L'énigme du lien social. Et à côté de ça, si on va fouiller un peu la nature du lien social, maintenant qu'on sait qu'on fait des trucs ensemble, pourquoi on fait ça et pas autre chose? Pourquoi est-ce qu'on fait des guerres plutôt que des démocraties? Pourquoi on fait des démocraties plutôt que des conquêtes? Pourquoi on fait des conquêtes plutôt que des pizzerias? C'est quoi le lien social? Et ensuite, quelle est sa nature? Alors bien sûr, le phénomène humain étant très vaste, un sociologue dans un coin ne peut pas comprendre le lien social. Donc chacun il a sa petite école dans laquelle il travaille. Il y a des sociologues de l'éducation, des sociologues de la famille, des sociologues du religieux, des sociologues du politique. Et il y a un petit champ dans un coin qui est apparu au milieu du XXe siècle qui s'appelle les études sur l'imaginaire. Alors qu'est-ce que c'est l'imaginaire? L'imaginaire, c'est l'ensemble du capital humain pensé que possède Homo sapiens. Pourquoi est-ce qu'on étudie l'imaginaire? Parce que si nous étions une espèce sociale rationnelle, alors nous ne serions pas en train de scier la branche, l'environnement, sur lequel nous sommes assis. Il faut donc bien comprendre la société parce qu'elle a d'officiel, de dit, de certain, de rationnel, de conséquentiel, de mécanique. Et à côté, essayer de comprendre tous les autres comportements qui sont apparemment irrationnels, qui sont apparemment officieux, qui sont non dits, qui sont mystérieux. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que ça vous arrive parfois, quand vous êtes dans votre salon, de prendre, après avoir mangé, des objets, de la vaisselle, des trucs comme ça, de les empiler comme ça, beaucoup trop haut, en vous disant « je peux le faire ». Et ramener tout d'un coup « monsieur le fait ça ». Et vous, c'est une grande bêtise. Monsieur, il y a combien entre votre salon et votre cuisine? 2 mètres. Il y a 2 mètres. Vous faites un aller-retour et vous faites un deuxième aller-retour. C'est pas comme si vous étiez vite, il faut aller se coucher ou faire autre chose. Mais on va le faire quand même. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a du risque. Et quand vous l'avez fait, il y a un truc extraordinaire, vous posez le truc, vous faites « yes !» comme ça. Vous savez, il y a un accomplissement personnel extraordinaire, vous avez ramené toute la vaisselle du premier coup. Et après, vous allez me dire « non, attendez, nous, on est une espèce rationnelle, le meilleur acteur, dans les conditions parfaites, va prendre les meilleures décisions, etc. » Non, on n'est pas une espèce rationnelle. Alors, qu'est-ce qui fait le lien dans la société, dans le fond de la société? Qu'est-ce qui fait ce bassin qu'on est ensemble? Les contrats, la mécanique, la solidarité mécanique, comme on appelle ça. Il y a un peu de ça. Il y a tout un tas d'autres trucs.
Je vais vous donner quelques exemples, vous allez voir, c'est des choses pas du tout importantes. Ce qui fait société, c'est la confiance. Il n'y a rien de moins irrationnel que la confiance. C'est l'inverse de la rationalité. Tiens, on fait un truc, ok, tape dans la main, super, et on verra demain, je le ferai. Et qu'est-ce qui me promet que? Rien, moi. Ah, ok. Et c'est parce que vous pouvez trahir la confiance qu'il y a de la confiance. Le contrat, c'est l'inverse de ça. Le contrat, vous pouvez forcer quelqu'un à faire quelque chose. Il y a un tiers qui vient et qui dit « t'as pas fait le contrat ». Donc la seule chose dont vous n'avez pas besoin lorsque vous faites du contrat, c'est de la confiance. Et la confiance, c'est ce qui fait que vous allez faire des trucs ensemble, construire un machin, un foyer, rencontrer quelqu'un, partir à l'aventure, etc. La confiance, vous voyez, pas très important. Quoi d'autre de pas très important? Le désir, pas très important. C'est pas très rationnel, mais c'est pas très important le désir. C'est ce qui motive l'ensemble de vos actions. Pas très grave. La libido, on a envie d'y aller, on veut faire un truc, ça nous attire. Un autre truc pas important, la foi. Pas très important la foi. La foi, c'est quoi? C'est l'inverse de la certitude. Je te prouve que mon Dieu existe. Super, j'ai plus besoin d'y croire. Non, parce que je t'ai prouvé qu'il existait. Ah génial. On ne croit pas si on a quelque chose de prouvé devant soi. On croit parce qu'on ne sait pas que ça existe. La foi, c'est important. Puis un dernier, moi, qui me plaît beaucoup, c'est l'espoir. La constitution de la société repose sur l'espoir. Le fait qu'il y a quelque chose de plus que ce que vous avez là. Je pensais à ça hier, une espèce de proverbe très étrange qu'on nous dit souvent. Tu sais, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Vous connaissez ce truc? Un tien, ça veut dire, c'est d'une fable d'Ésope. Un menu fretin, si tu le manges maintenant, c'est mieux que 2 carpes, peut-être demain. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je te donne le menu fretin, tu manges le truc, et voilà, c'est la fin de la journée. Il n'y a plus rien. Et si je te dis, peut-être demain 2 carpes, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à Decathlon, vous achetez des cannes à pêche, vous allez sur Internet, vous regardez des tutos. C'est quoi une carpe? Où est-ce que vous allez pouvoir les attraper? Et puis, comment ça se cuisine? Et tout ça, et là, il y a de la vie. Vous voyez? Donc non, 2 tu l'auras, c'est vachement mieux qu'un tien. Même si, du coup, ça vous ferait prendre du risque. Mais c'est pas grave, vous aimez bien ramener la vaisselle, les assiettes, et ça tourne en boucle. Donc pour comprendre les sociétés, il faut un truc sur la partie rationnelle, organisée, etc. Et puis il faut un autre truc, la partie de l'imaginaire. Et ça, c'est mon job. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre pourquoi, aujourd'hui, les entreprises font peser sur le milieu dans lequel elles exercent une menace incroyable qui met en péril sa propre subsistance. Et si vous me dites, mais c'est un truc rationnel, on va le résoudre, je vais vous dire, très bien, mais pourquoi c'est pas résolu? Dans la mesure où les entreprises ont un enjeu économique très fort, des gens qui en dépendent, une activité, etc., qui est très fort. Bon. Pourquoi est-ce qu'on parle des entreprises? Je pourrais très bien vous parler d'autres choses, d'institutions, du gouvernement, de la famille. Les entreprises, parce que je pense qu'elles cachent un truc qui nous fait beaucoup de mal, et qui est la croyance que nous sommes responsables, à titre personnel, individuel, une grande partie des crises qui affectent notre civilisation. 6e extinction de masse, réchauffement climatique ou dérèglement climatique. Tout ça, à titre individuel, c'est difficile d'agir. Les organisations, avec leur pouvoir. Et je me suis souvenu, lorsque je regardais, il y a maintenant presque une vingtaine d'années, c'était en 2006, ce documentaire que vous avez peut-être vu, qui s'appelle The Corporation, avant la crise de 2008. Et Robert Monks, qui est un activiste économique, racontait une histoire où il allait visiter une fabrique de papier, et il allait dans un hôtel pour rencontrer les gens de l'usine le lendemain, et il dormait, et il se réveillait au milieu de la nuit avec les yeux complètement rouges. Il descend, et alors le concierge, il dit « je comprends pas, j'ai les yeux rouges, etc. » Le concierge dit « alors, vous avez ouvert la fenêtre, qu'est-ce qui vous a pris ?» Il dit « j'ai ouvert la fenêtre. On m'avait pas dit qu'il fallait pas ouvrir la fenêtre. Voyons, tout le monde sait que la rivière est polluée, donc il faut pas ouvrir la fenêtre. Sinon, vous allez avoir les yeux rouges. Regardez, vous avez les yeux rouges. Ah, mais oui, rappelez-moi, pourquoi la rivière est polluée? Tout le monde sait que c'est parce qu'il y a une fabrique de papier en haut, et qu'ils mettent tous leurs déchets dans le truc. » Et Robert Monks dit « pas du tout. Je connais toutes les parties prenantes de cette fabrique de papier. Je connais les gens. Ils font jouer leurs enfants dans la rivière. C'est impossible qu'ils aient voulu polluer cette rivière. Et ces enfants, ces parties prenantes, n'avaient pas voulu polluer la rivière. Et pourtant, la rivière était polluée. Qui avait pollué la rivière? Personne, ou une organisation, une personne morale, qui était la fabrique de papier. On avait créé, plus ou moins, quelque chose, sans le savoir, qui était une machine infernale. Dans notre recherche pour la richesse, pour la prospérité, nous avions créé quelque chose qui était sur le point de nous détruire. On a embarqué, à titre collectif, un jeu d'idées, un imaginaire, à l'intérieur d'un ensemble de machines, qui sont des machines informelles, des processus, des écrits, du statut, du papier. Et tout ça, c'est en train d'agir en notre compte, pour nous, sur un monde avec une capacité d'action immense,
d'excavation, d'utilisation des matières premières, d'expulsion de carbone. Et sans que l'on l'ait jamais voulu, porter atteinte au milieu dans lequel nous évoluons. Donc ça, c'est mon premier point. Pourquoi est-ce que je fais intervenir l'entreprise à l'intérieur de ça? Parce qu'on a tort de faire porter ça sur les individus. Il y a un maillage, il y a une délégation qui s'est produite. Tout l'enjeu maintenant, puisque c'est nous qui avons construit cette machine, est de faire un petit peu ce que disait Paul Valéry lorsqu'il écrivait au début des années 30, en faisant le bilan de l'intelligence. Je peux le faire tous les 100 ans, je pense. Le bilan de l'intelligence, et il nous disait, maintenant, notre enjeu est de savoir si l'esprit humain pourra surmonter ce que l'esprit humain a fait. Donc c'est ça l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce qu'on sera capable de surmonter ce que l'esprit humain a fait? Mon premier point. Et mon deuxième point, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que si je suis là, c'est parce que je pense qu'on va y arriver? Est-ce que la machine est en train de partir? C'est trop loin, on est empêtré dans notre machin, et bon, on va tous y passer. Je crois absolument, fondamentalement, que la réponse est oui. Je vois quelque chose. Et j'en parlais pendant du dîner avec les collaborateurs de l'USI et les autres speakers, et il y a une anecdote qui m'est revenue que je vais vous raconter, qui va vous donner le cadre de cet espoir et d'où il vient. Moi, pendant que je faisais mes études, vous savez, en socio, on vous apprend plein de trucs inutiles, très très beaux. J'avais un professeur absolument fantastique, un monsieur qui s'appelait Jacques Goldberg. Et je l'aimais énormément. C'était un éthologue. Alors, vous savez ce que c'est un éthologue? Un éthologue, c'est quelqu'un qui est fasciné par le comportement des animaux. Alors lui, son truc, c'était les pinsons, les perroquets. Il répétait toujours les perroquets, psittacus, c'est psittacus, c'est perroquets, ça répète. On n'a jamais pu l'oublier, cette phrase. Les perroquets, les pinsons, et il avait deux trucs qu'il aimait plus que tout, c'était les fourmis et les termites. Et donc Jacques Goldberg, il était termitologue. La spécialité, c'était les termites. Et donc il étudiait les termites, il regardait travailler. Vous savez, les termites, c'est une vieille espèce quand même, hein. Centaines de millions d'années, on est tout jeune à côté. Il était fasciné par ces petits trucs. Et un jour, il s'est posé une question que jamais personne ne s'était posée avant lui. Et la question, c'était, mais attends, parce que les termites, on peut calculer, évaluer, mesurer la prospérité de la termitière à sa capacité à creuser dans le tronc du bois dans lequel elle habite. Et d'accord. Les termites, c'est des petites mandibules, elles creusent, et elles font des galeries. C'est pour ça que vous ne voulez pas avoir des termites chez vous. On est d'accord. Si vous avez des termites chez vous, et que ce sont vos poutres, ça pose un problème à vos poutres, parce que les poutres peuvent s'effondrer, vous vous souvenez. Donc il se dit, plus la termitière prospère, plus le milieu dans lequel elle se travaille est fragilisé. On est d'accord. Et donc Jacques Goldberg se dit, pourquoi les troncs ne s'effondrent pas sur les termites? Et je trouve ça génial. Je le revois, et je pense qu'il s'est assis sur un truc avec la Torah. Il est en train de lire un texte sacré, et il s'est dit, pourquoi les termitières ne s'effondrent pas? Il a appelé tous ses potes termitologues. Et pourquoi les termitières? Attends, tu sais pas? Le mec, je sais pas, je me suis jamais posé la question. Extraordinaire. Et donc il revient, il dit, alors moi je me suis posé la question, pourquoi les termitières? Super. Donc il fait le truc de... Alors il y a les termites, il va les voir. Alors pourquoi? Il entretient avec les termites ne répondent pas, parce que ça ne sait pas parler. Alors il les regarde, il les met dans des vases. Ça dure des années, et il identifie, il répond à la question. Pourquoi les termitières? Ça s'appelle l'effet de Goldberg. Puisqu'on y est, donc autant voilà. L'effet de Goldberg. Et c'est quoi l'effet de Goldberg? Il se trouve que les termites, avec leurs petites mandibules comme ça, elles ont donc une capacité d'excavation, mais aussi une capacité de mise à l'harmonie par rapport à une vibration particulière qui est émise par le fait de creuser. Et donc, quand elles creusent, elles sentent les vibrations dans le bois. Et il y a une vibration particulière qui est transmise et qui les prévient que le tronc dans lequel elles creusent est dans un état de métastabilité. Il y a un danger, il y a une fragilité. Et les termites, à titre individuel, elles pigent. Et qu'est-ce qu'elles font? Chaque spécimen ralentit. C'est pas d'une beauté, ça? Un comportement adaptatif, ça s'appelle. Chaque termite ralentit. Et après, qu'est-ce qu'elles font? Alors, il faut qu'elles sortent du tronc, qu'elles cherchent un autre tronc, un tronc B. Alors, peut-être qu'il y a Elon Musk des termites qui sort des termitières et qui dit « regardez, un autre tronc !» Il construit un vaisseau spatial des termites et il y va. Je ne sais pas. En tout cas, elles essayent. Elles partent. Mais le tronc ne s'effondre pas sur les termites. Pourquoi? Parce que les termites possèdent une vibration d'alerte. Et ça, c'est la raison pour laquelle moi j'ai de l'espoir. Si une espèce primitive et si vieille que les termites possèdent une vibration d'alerte, il y a une chance qu'une espèce évoluée et si jeune soit en capacité de produire une vibration d'alerte. Ça, c'est mon deuxième point. J'ai de l'espoir parce que les termites y arrivent, je ne sais pas pourquoi on n'y arriverait pas. Ne serait-ce que parce que maintenant que vous le savez, pour l'ego, il faut le faire. Au moment où la pesée des âmes et tout, ah dommage, les termites ont réussi, vous non, ça ne vaut pas le coup. Donc le pari, si vous voulez, c'est d'y arriver. Voilà, je dis ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire,
Philippe Descola, qui est un grand anthropologue français, qui est en chaire au Collège de France, qui a publié en 2005 un bouquin merveilleux qui s'appelle « Par-delà nature et culture », dans lequel il montre que la nature est une invention du XVIIe siècle, nous dit « Notre problème, c'est que contrairement aux termites, il ne parle pas des termites, mais il le dit comme ça, notre problème, c'est que nous semblons agir par posticipation. On fout tout en l'air, et quand c'est niqué, on dit « Ah, c'est dommage, c'est niqué ». Et il se dit, est-ce qu'on va y arriver? Peut-être ce décalage est-il propre à la nature humaine, mais il y a de quoi s'interroger. Est-ce qu'on va réussir à agir par anticipation et non pas par posticipation? Voilà. Ma question, c'est donc, pourquoi les entreprises sont-elles en train de foutre en l'air le milieu sur lequel leur propre prospérité, notamment économique, repose, et aussi la nôtre? Et pour comprendre ça, je propose qu'on fasse une petite histoire naturelle de l'économie, et en particulier de l'entreprise. Bien évidemment, comme toutes les histoires naturelles, chez nous, les occidentaux, les extrêmes occidentaux, ça commence où? Ça commence chez les Grecs. On va refaire le truc du lycée. Vous vous souvenez, Platon, Aristote, Socrate et tous ces gens-là. Aristote nous dit un truc absolument incroyable. Il nous dit, on peut se demander si l'art d'acquérir la richesse est identique à l'art de l'utilisation des biens dans la maison. Ok, si je vous dis ça comme ça, vous ne savez pas pourquoi c'est extraordinaire. Maintenant, je vais vous le mettre en grec. Vous allez voir ce que ça veut dire. Il dit crématistike et il dit oikonomike. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour Aristote, l'économie, la gestion des ressources, il y a deux mots. Et vous et moi, pour dire la gestion des ressources, on a un mot. On a le mot économie. Économie, c'est oikos nomos, la loi de la maison. Et c'est quoi l'économie, pour Aristote? C'est bien gérer la maison, l'art de l'utilisation des biens dans la maison. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'économie faillitaire. Une économie qui ne fonctionne pas n'existe pas pour Aristote. Cette économie faillitaire, aujourd'hui on pourrait dire économie financiarisée, comme dirait Mariana Mazzucato, cette économie faillitaire, il y a un autre mot pour ça. Ça s'appelle la crématistique, l'art d'acquérir des richesses. Nous, on a pris les deux mots, on a regardé, on a dit, ça n'intéresse pas, et on va tout appeler économie. Le monde dans lequel on est construit appelle l'art d'acquérir des richesses sans aucun sens, l'art de bien gérer la maison. Ça n'est pas la même chose. Je vous donne le mot pour que vous sachiez ce que vous mettez en branle au moment où vous travaillez. Est-ce que vous êtes en train de faire de l'économie ou est-ce que vous êtes en train de faire de la crématistique? C'est pas mal de faire de la crématistique, mais il faut se souvenir que ça n'est pas de l'économie. L'art de bien gérer la maison répond à des règles très simples. Quelles sont mes ressources? Pour combien de temps j'en ai? Si quelqu'un frappe à la porte cet hiver, puis-je lui ouvrir la porte, l'accueillir, le faire rentrer, le nourrir, et qu'il m'en reste pour ma famille? Que je ne sois pas en péril par l'acte de donner. Ça, c'est l'économie. Est-ce que j'échange à quelqu'un pour qu'il ait quelque chose dont il a plus besoin que moi? Ça, c'est l'économie. Est-ce que j'ai les ressources qui vont me permettre de subsister? Ça, c'est l'économie. Est-ce que si je sors et je joue 1 contre 2, 2 contre 4, et on verra, et je remets de la propriété à l'intérieur d'un item qui pourrait être partagé, les NFT, ça, c'est de la crématistique. Et ça n'est pas la même chose. Donc si vous me dites, ah, il y a un vrai problème économique, je dis, non, il n'y a pas de problème économique. C'est juste qu'on n'est pas en train de faire de l'économie. Mais on ne le sait plus. Pourquoi? Parce que nous sommes comme jonglés par des imaginaires qui nous donnent accès à des choses et qui ne donnent pas accès à d'autres. Sur la base de ça, on construit les premières entreprises. Les premières entreprises, elles apparaissent, grosso modo, dans la forme qu'on connaît aujourd'hui, pendant la République romaine, et puis elles vont se perpétuer pendant l'Empire romain. Ces entreprises, elles sont de deux formes, des partnerships, donc des societas. C'est une société, c'est des gens qui se mettent ensemble, mais quand il y en a un qui clame, il y en a un qui part, et ben c'est dissolu. Donc il n'y a pas un truc au centre. Aujourd'hui, on dirait une mission, ou en anglais, une corporation. C'est-à-dire quelque chose qui fait que quand les gens partent, il reste un truc au milieu. Si vous avez une entreprise à mission, vous savez qu'il existe un droit d'opposabilité de la part des collaborateurs envers les actionnaires, parce que ce qui compte, ce n'est pas la volonté des gens, c'est l'entreprise et sa mission. Au centre, elle est incorporée. À l'époque, la société, ce n'est pas ça. C'est des gens qui s'ajoutent, qui partent et qui rentrent. Mais il apparaît un type de société particulier, nous apprend Colin Mayer, qui est professeur d'économie. Il existe un type de société qui s'appelle la Societas Publicanorum. C'est une société produite ou déléguée par l'État, avec des possibilités de faire pour qu'elle fasse quoi? Des choses pour le bien public, collecter des taxes, frapper des pièces, aider à la construction de certains ouvrages. Il n'y a pas d'entrepreneur
de la Societas Publicanorum. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive et qui se dit « j'ai une super idée, on va livrer des courses en moins de 10 minutes parce qu'en précarisant les emplois et en faisant des dark stores, mais par contre, il y a des investisseurs qui vont se mettre dedans et quand j'aurai asséché le marché, je serai le seul à rester parce qu'on va se baser sur la livraison à distance et ça va marcher. » Ça n'existe pas. Il y a un État qui dit « pour l'harmonie de la cité, j'ai besoin de ça et je te donne le droit de le faire. » La Societas Publicanorum. Cette personnalité légale qui apparaît, cette société, c'est la première telle qu'on la voit. Mais ce que vous voyez, c'est qu'elle est encastrée dans la vie de la cité. Elle régit la vie de la cité. Elle ne peut pas se détacher du bien commun. Fast forward, pratiquement 17 siècles. On arrive à 1600 pour voir un type d'entreprise qui ressemble beaucoup à celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est la Compagnie des Indes, East India Company. Michel Miger, qui est policiste, se demande pourquoi est-ce que pour la première fois de l'histoire, on assiste à la production d'une société quelque part qui va aller produire des biens et des pertes ailleurs, laisser les pertes ailleurs et ramener les biens quelque part. Et ça, c'est la définition des entreprises aujourd'hui dématérialisées. Moins vous avez d'actifs, plus vous êtes attractif. Parce que vous pouvez assécher un territoire, en partir, sans avoir aucune maille à faire avec les conséquences de ce que vous avez laissé. Cette société, sans elle, le petit empire anglais jamais n'aurait pu se déployer. L'empire anglais s'est construit sur une perte. Cette perte a été produite. Elle a été rejetée dans une communauté. Les Anglais croisaient les doigts pour que cette communauté puisse absorber la perte et elle allait amener les biens de l'autre côté. Ça, c'est la corporation telle qu'on l'a construite. Cette corporation dure 250 ans, puis ensuite elle est nationalisée, puis pendant 90 ans, elle se perpétue, puis ensuite elle disparaît. C'est le grand moment de la constitution de l'entreprise telle qu'on la connaît. Et puis, au XIXe siècle, la révolution industrielle. Et avec la révolution industrielle apparaissent des problèmes chez nous assez énormes. En 1840, apparaît notamment un certain nombre de choléra. Et il y a ce monsieur qui s'appelle Titus Salt, dont Paul Collier, qui est un professeur d'économie absolument fan. Et Titus Salt, c'est l'une des premières grandes fortunes de l'industrie, de la révolution industrielle. Et qu'est-ce qu'il fait Titus Salt ? Il se dit, moi j'ai beaucoup de sous, il y a des problèmes de choléra. Le choléra, ça fait que mes travailleurs meurent, mes acheteurs meurent. Donc en fait, j'ai tout à gagner à faire en sorte de les maintenir en vie. Donc je vais investir mon argent pour pouvoir continuer à construire le milieu dans lequel ils vont pouvoir vivre. Ça a l'air bête comme chou. Donc en fait, il devient philanthrope. Il investit dans des hôpitaux, dans une ville, il construit un truc énorme, dans la prévention, dans le soin. Et les gens vivent. Et bien évidemment, sa fortune prospère. Il devient le premier philanthropiste. Parce qu'il reconnaît une chose très importante, que la fortune produit des obligations et non des droits. Quelques années plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, un monsieur que vous connaissez, qui s'appelle Andrew Carnegie, qui est connu pour avoir multiplié les bibliothèques aux États-Unis, écrit un livre dont je vous recommande la lecture, c'est tout petit, ça fait 10 pages ou 15 pages, qui s'appelle « L'Évangile de la richesse ». The Gospel of Wealth, l'Évangile de la richesse. Et qu'est-ce que dit Carnegie dans l'Évangile de la richesse ? Il dit « Puisque j'ai des sous, je dois considérer tout mon surplus comme étant un moyen d'accompagner les gens qui n'en ont pas. » Donc il constitue la possession de la richesse et son accumulation, non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'agir sur la société civile, ce que par ailleurs il fait. Et si on avance un petit peu à l'après-guerre, on trouve un imaginaire qui est un tout petit peu différent de ce qu'on a vu précédemment, mais qui, à mon sens, par contre, ne va pas vous paraître si étranger. C'est l'imaginaire friedmanien, la doctrine friedmanienne, ou le capitalisme d'actionnaire, comme vous voulez l'appeler. Friedman publie cet article en même temps qu'un livre en 1970 dans le New York Times. Dans la Time Machine du New York Times, vous pouvez le consulter, il est en ligne. Et dans lequel Friedman dit « Attendez, on s'est trompé pendant toutes ces années. Une entreprise ne peut pas être responsable de ses actes puisque c'est une personne morale, et non pas une personne physique. Vous ne pouvez pas la punir parce qu'elle n'a pas peur d'être en prison, puisqu'elle n'a pas de corps, pas aller en prison. Donc vous ne pouvez pas attendre d'elle qu'elle ait un ressort éthique, puisqu'elle n'a pas peur, il n'y a pas de pression sur elle. Elle est à responsabilité limitée. Si vous la dissolvez vous-même, en tant qu'actionnaire, vous pouvez limiter vos responsabilités à l'intérieur d'elle. Et par conséquent, la seule chose qui sera son but, c'est de redistribuer la valeur qui est produite aux possesseurs du capitaux. Parce que c'est eux qui ont mis les capitaux au début, économiques, en machines, en savoir-faire, en industrie, etc., qui ont pris le risque. Ça, c'est le monde dans lequel nous, on vit. C'est le capitalisme d'actionnaire. Alors ça paraît un peu étrange, et pourtant, tout ce qui est construit autour de nous est construit sur cette idée, qui naît dans les années 70. Et vous avez vu que ça monte et ça descend.
Il y a plein d'idées de l'entreprise. Au début, elle est très régulée, et puis ensuite, elle est philanthrope, et puis ensuite, elle va déconstruire, elle va produire de la perte à la portée, puis ensuite, etc., etc. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire là-dedans? Tout simplement que l'imaginaire entrepreneurial change. Et que ça veut dire que ce que vous pensez être une entreprise n'est pas une entreprise. C'est une entreprise maintenant. Ce n'était pas une entreprise il y a 100 ans. Ce n'était pas une entreprise il y a 2000 ans. Ce n'était pas une entreprise il y a 500 ans. Et donc ça veut dire que vous avez la capacité de changer l'imaginaire d'entreprise. Ça veut dire que si vous pensez que ce que vous faites dans vos entreprises, que vous les possédiez ou que vous y travaillez, c'est la norme, alors vous vous fourvoyez. Vous y faites quelque chose que vous pouvez très bien changer. Parce que l'imaginaire entrepreneurial change. Vous avez vu cette petite histoire, comme elle nous raconte le maillage que l'entreprise fait avec la société civile, très encastrée, très désencastrée. Elle est là pour prélever, elle est là pour détruire. Non, elle est là pour aider, elle est là pour accompagner l'encastrement de l'entreprise dans la société civile. Je reprends ma question. Donc nous, on est des individus rationnels, bien évidemment, comme on l'a établi. Personne ne fait aucun truc imaginaire, comme on l'a établi. L'espoir, la confiance, le désir, la libido, ça n'a aucune forme d'importance, comme on l'a établi. Et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on est en train d'agir de manière extrêmement sévère pour limiter les effets du dérèglement climatique, etc., etc. Vous sentez que ce n'est pas exactement ce qui est en train de se produire, bien sûr. Il y a un truc qui n'est pas en train de marcher. Et la question à 8 milliards d'habitants, la question à 8 milliards d'habitants, c'est comment une espèce peut-elle mettre en danger le milieu sur lequel sa propre survie repose? Vous vous posez cette question de temps en temps? Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Si les termites y arrivent, on doit pouvoir y arriver. Comment une espèce peut-elle mettre en danger le milieu sur lequel sa survie repose? Si on fait un petit voyage dans le temps en 1970 et qu'on attrape ce monsieur et qu'on lui pose la question, Gregory Bateson, on disait de lui que c'était un homme de la Renaissance. Il était sociologue, cybernéticien, psychiatre, psychologue, ingénieur peut-être, il savait tout faire. On l'attrape pendant qu'il donne une conférence au centre-est-ouest de Hawaï et on lui dit « Mais monsieur Bateson, comment une espèce peut-elle mettre en danger les conditions du monde sur lesquelles sa survie repose ?» Il dit « Attendez, vous savez quoi? Moi j'ai une idée. Je pense que l'accumulation massive de menaces contre l'homme et ses systèmes écologiques découle directement d'erreurs dans nos habitudes de pensée. » Il dit « Attendez, non. Regardez, il y a une crise climatique, la fertilité des sols décroît, on est en train de perdre les bancs de poissons, on a des problèmes d'alimentation. » Il dit « Non, c'est pas ça le problème. Il n'y a pas de crise de la nature. La nature n'est pas en crise. Il y a une crise de la manière dont nous interfaçons avec la nature. Et la conséquence de cette crise, c'est que la nature va moins bien pour nous. Parce que du reste, cette planète se fiche assez peu de nos fourmillements. On regardait hier avec mon épouse ce documentaire de la BBC qui s'appelle Préhistorique Planète. Il y avait des grosses bestioles il y a 60 milliards d'années. C'était pas moins bien ni mieux, c'était comme ça. Donc il y a une qualité particulière de la nature qui nous intéresse, et ça, c'est en train d'être cassé. Alors Gregory Bateson dit « Attendez, vous me demandez pourquoi est-ce qu'on est en train de fragiliser la nature. Moi je vous dis non. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un problème d'écologie de l'environnement. Il y a un problème de l'écologie de l'esprit. Il y a un problème d'écologie de l'esprit. Et vous pensez n'importe comment. Vous faites des erreurs dans vos manières de penser. Et c'est ces erreurs, cet imaginaire au travers duquel vous allez construire les entreprises, qui vont être embarqués dans les institutions que vous produisez et qui vont produire les méfaits sur les planètes que vous connaissez. Alors il en cite 7, je vous les donne pour la fine bouche parce que je les trouve à chaque fois extrêmement beaux. Il dit 7 idées fausses qui prévalent dans notre civilisation. La première, c'est nous contre l'environnement. Il y a un petit bouquin de Stéphane Hichem a fait ça, qui s'appelle Manifeste pour l'écologie de la différence. Et dans ce bouquin, il commence par une citation de William James, une conférence donnée à la fin du XIXe siècle, dans laquelle James montre qu'avec la décrudescence des guerres, certaines valeurs comme la force, le courage, la hardiesse disparaissant, les hommes se sont cherchés un ennemi et ils l'ont trouvé en la qualité de la nature. Le XVIIe siècle de Descartes, c'était ça, l'homme maître de lui et possesseur de la nature. C'est nous contre l'environnement. Vous vous dites, mais non, pas du tout, c'est pas nous contre l'environnement. Moi, j'aime bien, par exemple, quand je fais du jardinage, arroser mes plantes. Et allez voir votre petit jardin, comme il est tout bien carré, bien organisé, que vous avez bien terrassé le truc et que c'est bien propre, il faut que ça ne dépasse pas et vous enlevez les mauvaises herbes. Nous contre l'environnement. Qu'on le sache ou pas, c'est un imaginaire. Ensuite, c'est nous contre les autres hommes. L'opposition.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Parti politique, pas de parti politique, on s'oppose, on se construit, on s'envahit, etc. Seul importe l'individu ou le groupe ou la nation, mon groupe de potes, ma bande, ma communauté, ou en tant qu'individualisé. Nous pouvons contrôler unilatéralement l'environnement et nous devons chercher ce contrôle. Il y a un vrai problème, il fait trop chaud, ça a été produit par la technique, ça ne pose aucun problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inventer des ballons qui vont aller dans le ciel et qui vont faire pleuvoir. Probablement que ça va poser un problème, mais ce n'est pas grave parce qu'on a une technique qui produira une solution produite par la technique qui produisait la solution qu'avait posée l'outil de la technique, qui était initialement un problème produit par la technique. Nous vivons à l'intérieur de frontières que nous pouvons repousser indéfiniment. Alors, on a compris que le monde était un espace limité. Mais ce n'est pas grave, il y a le digital. Et dans le digital, la croissance est infinie, n'est-ce pas? Ah ben non, parce que le digital, ça pollue l'équivalent de la pollution de l'Argentine. Ça croît 9, 10, 11% par an en plus, et supérieur à l'aérien. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? Il y a l'attention humaine. Je vais construire un réseau social qui va envoyer des trucs aux gens. Je me fous complètement de ce qu'il y a là-dedans. Par contre, si je suis capable de prouver à un annonceur que la personne il a regardé 45 minutes de gens qui font des gestes stupides, je peux donc lui vendre ce truc-là à 50 centimes d'euros. C'est pas vous le produit, c'est votre capacité d'attention. Ça s'appelle la crise de l'attention, ça. Mais l'attention, elle est infinie, bien évidemment. Ceux qui ont des enfants, vous le savez. L'attention est infinie, c'est évident. Non, l'attention n'est pas infinie. Il y a un fond. À un moment donné, le fait d'avoir eu toute votre attention mobilisée, captée, récupérée, fait que vous n'êtes plus capable de la donner à votre voisin, aux gens qui sont autour de vous, à vos enfants, à votre famille. Donc on touche le fond. Non, nous ne vivons pas à l'intérieur de frontières que nous pouvons repousser indéfiniment. Le déterminisme économique obéit du sens commun. Bien évidemment, tout est conduit par l'argent, c'est une évidence. Ça, c'est une idée fausse. Et enfin, la technologie résoudra sur les problèmes. Je ne m'attarde pas sur celle-là. Vous dealerez avec votre meilleur ami en parlant la prochaine fois. Ça, ce sont 7 idées fausses. Le sublime technologique. Ça, ce sont 7 idées fausses qui prévalent dans notre civilisation. Et vous voyez qu'on les manipule encore un peu. Et elles constituent un imaginaire. Je vous en donne 2. La première, Pompidou, je l'adore. Il faut adapter Paris à l'automobile. Et à un moment donné, tout le monde dit « Mais oui, c'est une évidence, il faut adapter Paris à l'automobile. » Je reformule. Il faut adapter l'habitat de l'homme à ses machines. Ça vous paraît mieux comme ça? Non, c'est moins bien. Par contre, dans les années 70, mais bien sûr, ouvrir les voies, qu'il y ait plein de bagnoles qui passent, ça va être super, la voiture, etc. Une évidence, une idée fausse. Je vous en donne une autre. Un entrepreneur de la côte Est, que je suis un peu, parce que je trouve que c'est un adjectif qualificatif à ne pas prononcer, Anton Tat, qui nous dit « La question n'est pas de savoir reconnaissance faciale ou mauvaise reconnaissance faciale, c'est la mauvaise reconnaissance faciale ou la reconnaissance faciale responsable. » Sous-entendu, la mienne, celle de ma boîte, puisqu'il est CEO d'une boîte qui fait, devinez quoi, de la reconnaissance faciale. Derrière ça, il y a un récit, je vous donne le mot parce qu'il est assez beau, qu'on peut appeler un récit possibiliste. Ça veut dire, tout ce qui sera fait, probablement par d'autres, même ce qui est mal, donc autant que je le fasse moi-même, parce que ça me permettra de prendre les sous avant que l'autre le fasse. Mais est-ce que c'est bien la reconnaissance faciale? Est-ce que ça vous fait vivre quelque chose de... C'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que l'autre va le faire, donc autant que je le fasse moi-même. Une idée fausse. Une idée fausse, qui prévaut dans notre civilisation. Donc il y en a plein comme ça. Je crois que la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est cet avertissement qu'avait donné Lyotard dès 1979, lorsque l'État lui demande « Nous sommes entrés dans une société post-moderne, donc après la modernité, après ce jeu de valeurs de la maîtrise, de la domination. » Et il dit « Attention, le fait qu'une entreprise, alors il entend le sens entreprise au sens large du terme, quelque chose qu'on entreprend, mais ça vaut aussi pour une entreprise au sens compagnie, le fait qu'une entreprise soit possible est une chose, qu'elle soit juste une autre. » Je viens de faire entrer dans le travail de l'entreprise une donnée à laquelle l'entreprise n'est pas très habituée, la question de la justesse. Comment est-ce qu'on le met dans le BP, la justesse? C'est quoi les KPI de la justesse? Même dans la comptabilité extra-financière, la justesse, on la calcule comment? Comment est-ce qu'on réussit avec une entreprise juste? Est-ce que c'est juste de faire une entreprise juste? Est-ce que j'ai la même justesse que les actionnaires, que les possesseurs du capitaux? C'est ça, l'enjeu qui nous attend. Un nouvel actionnaire entre au bord des entreprises, c'est la société. Il y a quelque chose d'ample, de large et de puissant qui vient frapper à la porte des entreprises pour dire « Aide-moi, j'ai besoin de toi ». Aujourd'hui, les entreprises sont devenues des acteurs de la civilisation absolument majeurs. Si vous pensez aux produits qui ont changé votre vie dans les 20 dernières années, vous allez me dire l'iPhone, Google Maps. Vous vous souvenez avant Google Maps? C'est « Bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que c'est par là, commerce ?» Non, c'est par là. Maintenant, vous êtes comme ça.
Google Maps. Google Maps. Le vaccin contre le Covid, c'est des entreprises, ça. Alors oui, toutes ces trouvailles ont été très largement possibles par des influx financiers énormes des États qui disparaissent ensuite à l'intérieur de la recherche. Et c'est les entreprises. L'iPhone, transformation profonde de notre culture, de notre manière de parler les uns aux autres, de naviguer. L'entreprise a, au travers de ses biens et de ses services, une action sur la vie humaine absolument immense. La question est de savoir si cette action est positive ou si elle ne l'est pas. Et à côté de ça, vous avez un autre acteur, qui est la société, qui a des besoins absolument immenses. C'est la première fois qu'on a une société dans laquelle les gens qui ne savent pas parler parlent à des gens qui ne savent pas écouter. Lorsque Joe Biden a pris sa présidence il y a 2 ans, le rapport du NIC sur les crises de 2040 lui disait « Attention, la plus grosse, ça risque d'être la polarisation de la société. Comment gouverner un pays qui a 340 types de fromage ?» La polarisation de la société. Les gens ne sont pas d'accord, ils ne se parlent pas, ils ne s'écoutent plus. Il y a un problème là-dedans. Ça, c'est un problème. Le dérèglement climatique, comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Parce que ce dérèglement va impacter, en premier lieu, des populations qui sont vulnérabilisées. Si vous enlevez, par exemple, la capacité à des gens qui vivent dans des agglomérations de moins de 50 000 habitants de se déplacer en voiture librement, vous créez les gilets jaunes. Parce que vous créez une mesure écologique d'une injustice sociale absolument incroyable. Comment est-ce que vous gérez tout ça? La société, avec des besoins immenses, vient frapper à la porte d'un acteur de transformation de la vie qui a des capacités immenses. Match, c'est la rencontre entre l'entreprise et la société. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est construire un imaginaire qui va nous permettre de réencastrer l'entreprise dans la société, de prendre tous ces super pouvoirs de production, de services, de biens, de culture, et de se poser la question non pas « qu'est-ce que je peux faire avant que quelqu'un d'autre le fasse ?», mais « comment puis-je identifier des problèmes de société et y apporter des solutions profitables sans profiter de la création de nouveaux problèmes ?» Résoudre des problèmes de société de manière profitable sans profiter de la création de nouveaux problèmes. Ça, c'est la définition du capitalisme de prospérité de Colin Mayer qu'on a vu tout à l'heure. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut casser l'entreprise. Au contraire, on a dans les mains, je suis entrepreneur, ça fait 17 ans que je bosse avec des boîtes. Au contraire, c'est d'une force pour produire de la culture, de l'être ensemble. On est là, on apprend des trucs dans les couloirs, des items qui vont se balader, des mélodies qui vont passer dans les têtes des gens, des outils qui transforment nos vies. La question, c'est qui pilote ça? Comment est-ce qu'on sait que ce qu'on est en train de faire est en train de participer à rendre le monde dans lequel on est meilleur? Nous qui sommes fascinés par la question des fins, où on nous dit il faut que vous fassiez 11% à la fin de l'année, et vous 12, et vous 17, parce qu'on est en croissance. Vous dites, ah oui, d'accord, mais qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? C'est pas grave, tu as 400 millions d'euros en marketing, toi, je te donne une équipe de 25 personnes, les moyens pour réunir la fin. Posez-vous 2 secondes et demandez à votre patron, mais si la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui justifie la fin? Pourquoi 11%? Pourquoi 17%? Pourquoi pas 12, 13, 14? Ça va faire quoi? Les cercles de gens qui vont être touchés par mes modifications, comment est-ce que je vais les atteindre, moi, si la fin justifie les moyens? Qu'est-ce qui justifie la fin? Ça, c'est la grande question collective que nous devons nous poser. Et moi, je voudrais apporter aujourd'hui un élément de réponse à cette question. Je vois naître des entreprises tous les jours. On accompagne très grosses boîtes avec des logiques marque-marché, des gens qui sont présents dans le monde entier, avec des impacts qui sont immenses sur la vie continue des gens. Des trucs que vous achetez dans les magasins, que vous connaissez très bien, qui vous habillent, avec lesquels vous vous sentez bien. Et à chaque fois, on leur pose la question. Ils ne savent pas trop. Des fois, ils trouvent. Des fois, on cherche. Moi, j'ai au-dessus de tout ça une notion qui est, à mon sens, la notion la plus importante de notre époque. Et cette notion, c'est la question de l'habitabilité du monde. Aucune entreprise ne devrait produire un bien, un service ou une culture qui va à l'encontre de l'habitabilité du monde. L'habitabilité du monde doit préroger à toutes les autres formes de KPI que vous avez. C'est quoi l'habitabilité du monde? L'habitabilité du monde, c'est une expérience vécue dans un espace donné, propice à la vie et qui nous donne envie d'y prolonger la nôtre. L'expérience vécue dans un espace propice à la vie et qui nous donne envie d'y prolonger la nôtre. Vous la connaissez, cette expérience? C'est quand vous allez faire un barbecue avec vos copains et que vous vous asseyez dans la chaise, le soleil se baisse, les copains ne sont pas arrivés mais tout est prêt,
On vous amène un petit verre de quelque chose, un rosé, un machin, un vin blanc. Tout est en ordre, vous avez fait vos devoirs pour le week-end, vous avez payé vos impôts, le truc est derrière vous. Vous vous asseyez et vous dites ce truc absolument incroyable que tous les Français disent dans ces moments-là, le moment où l'habitation a lieu. Vous dites « Ah, on est bien là ». Vous voyez ce truc? Vous dites ça, non? En anglais, on dit « This is nice ». This is nice. Et vous êtes là, l'habitabilité du monde. Samedi dernier, pas celui-là, mais celui d'avant. Vous avez vu la température qu'il faisait? Moi, je me mariais. À un moment donné, les gens sont assis dans leurs chaises et je m'attendais à ce qu'ils disent « On avait du champagne, on était au Palais Royal et tout, c'était extraordinaire. Mon épouse est là-bas. » Et on se disait « Ils vont vivre un moment incroyable. On va leur faire vivre un moment incroyable. Ils vont s'en souvenir toute leur vie. » Probablement qu'ils s'en souviennent toute leur vie, mais pas pour la même raison. Il n'y en a pas un qui s'est assis qui a dit « Ah, on est bien là, ils ont tous dit, oh putain. » Il n'y a pas les ventilateurs. L'habitabilité du monde, la capacité du monde à ce qu'on puisse vivre en lui, la capacité du monde à nous accueillir est en danger. C'est difficile d'exister dans le monde. Il va faire trop chaud, il va faire trop froid. Et quand il fera trop chaud, vous allez mettre la clim. La clim va produire de la chaleur. Et donc les gens qui vont passer dehors, ils vont avoir trop chaud à cause de vous. Ça s'appelle des îlots de chaleur urbains. Et donc du coup, vous allez dire, oui, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de mettre la clim parce que moi, je suis fragile. Ah bah oui, c'est vrai. Et il y a un mec à l'État qui va se dire, il faut produire un arbitrage entre rendre plus fragiles les gens fragilisés ou alors permettre à tout le monde de... Et là, vous allez dire, ah, les politiques, ils ne prennent pas les bonnes décisions. L'habitabilité du monde, la capacité du monde à nous accueillir. Toutes les entreprises devraient œuvrer à l'habitabilité du monde, à rendre le monde plus apte à nous accueillir. Alors, à accueillir qui, l'habitabilité du monde? Si on a un peu petite tête, on va dire les humains, ce sera déjà ça de fait. Et si on a un peu d'ambition, on va dire les humains et puis le vivant. Les millions d'espèces qui sont là, qui étaient là avant nous, qui n'ont rien demandé, et sur lesquelles notre propre subsistance repose, mine de rien. Rendre le monde plus habitable. Ça, c'est ce qui justifie la fin. Et ça peut rentrer dans les KPI. Ça peut être mesuré. Il y a des tentatives. Est-ce que c'est le bien-être que mesure l'OCDE? Est-ce que c'est la capacité pour les femmes à rentrer chez elles le soir en sécurité? C'est mesuré par l'OCDE. Tout ça, vous pouvez construire des indicateurs. Mais dès que vous vous rendez compte que vous ajoutez un produit superflu ou un service superflu à des gens qui n'ont rien demandé et qui produisent de quelque manière que ce soit un méfait, vous produisez de la perte. Et vous vous dites, et je sais parce que je le fais aussi en croisant les doigts, la perte, je vais la racheter dans la communauté est infinie, elle l'absorbera. La définition de la production massive de pertes par des acteurs économiques, son rejet dans la communauté avec l'espoir que la communauté les absorbe, c'est une définition macroéconomique de la crise de 2008 des subprimes. On produit de la perte, on la rejette, et on se dit « Ah là là !» Quand les gens ne peuvent plus, bah, ça pète. Et tout le monde est impacté. Mais ce n'est pas grave, vous avez la part de la pizza. Vous êtes l'entrepreneur de tout à l'heure. L'habitabilité du monde. Si je dis en un truc qui ne me plaît pas, mais qui nous permet de nous rendre compte des enjeux que les entreprises traversent, on peut dire que contrairement à ce qu'on pense, et parfois dans des milieux très libéraux, les entreprises sont responsables des produits et des services qu'elles mettent en marché. Et puis de la culture aussi. Si vous permettez que des choses se produisent dans l'entreprise, bah, vous en êtes responsable. Et votre responsabilité s'arrête là. Si la personne met l'iPhone dans les toilettes, bah, la garantie, elle dure tant de temps. Et puis si jamais elle vous appelle pour dire « Ah, est-ce que machin ?» Elle dit « Bah non, je ne suis pas responsable. » Et ce travail de limite de responsabilité nous permet d'avoir des entreprises qui peuvent produire de la dette et qui ensuite vont les laisser. Moi, je crois que les entreprises ne sont pas uniquement responsables des produits et des services qu'elles mettent en marché, mais que dans un monde dans lequel on ne peut plus absorber cette perte, les entreprises sont responsables du monde que ces produits et que ces services autorisent. En faisant quelque chose, puisque vous êtes un acteur de la culture, les gens vont vous copier. Ils vont dire, si tu l'as fait, c'est que je peux le faire. Si tu pensais que c'était une bonne idée, c'est peut-être une bonne idée. Tu sais quoi, j'ai vu que tu allais le faire, je vais le faire avant toi. Comme ça, je vais récupérer les sous sur le chemin. Vous êtes des exemples qui sont suivis. La chose que vous faites, puisqu'elle vous échappe, elle est incorporée, elle a un impact immense sur le monde qui vous entoure. Mais cette manière de dire, elle ne marche pas. Elle ne marche pas parce que personne responsable aime être responsable. Et si je vous dis « Ah, tu es responsable de ça », vous allez partir chez quelqu'un d'autre qui vous dit « Tu es responsable de rien, je m'occupe de tout, rentre chez toi, fais le truc du « Ah, on est bien là, va te prendre un cocktail et allonge-toi ». Et vous allez construire la machine qui va perpétuer les mêmes problèmes. Donc j'essaie de le dire un peu différemment, aussi parce que je suis un entrepreneur. Je n'ai aucune envie qu'on me dise « Oh, au fait, il y a plein de trucs dont tu crois que tu es responsable, mais il y en a plein d'autres. » Je rase les murs pour ne pas rencontrer cette personne.
J'ai aucune envie de travailler avec elle. J'ai toujours mes enjeux initiaux et en plus, je dois me taper des responsabilités supplémentaires. Donc je le reformule un peu. Ce qu'on croit, en sociaux, en économie, c'est que les relais de croissance de toutes les entreprises aujourd'hui sont moins dans les nouveaux produits, dans les nouveaux services que vous pouvez mettre en marché, qui sont parfois marginaux, qui sont englués dans la loi des rendements décroissants. À un moment donné, vous serez obligé de continuer à mettre des capitaux toujours plus grands pour essayer de vous échapper de cette loi qui vous rattrapera toujours. Donc, vos relais de croissance ne se trouvent pas là. Vos relais de croissance se trouvent dans la résolution des problèmes du monde que vos produits et vos services permettront. Ils s'y trouvent pour vous, ils s'y trouvent pour le monde, pour vos enfants, mais ils s'y trouvent aussi pour les gens, pour vos consommateurs, pour les talents, pour les gens qui ont envie de rentrer dans la boîte et qui se disent « Tiens, c'est super, je vais enfin avoir quelque chose d'intéressant à répondre à mes enfants quand ils me disent « Papa, comment tu te bats contre le réchauffement climatique, toi ?»« Ah, moi, je fais des babybel. » Oui, non, mais d'accord. Mais comment tu te bats pour le réchauffement climatique ? Je vais avoir quelque chose à dire. Donc, je le formule d'une manière qui est très positive, aussi parce qu'il faut faire de ces entreprises les alliés, le levier de la transformation du monde qui vient. Ça, c'est mon gros point. Si on résume ce qu'on a vu, grosso modo, 4 grandes choses. La première, la question qu'on s'est posée, c'est comment changer votre entreprise ? Comment la changer ? Puisqu'on sait maintenant que vous pouvez la changer, qu'elle change, que la forme qu'elle a aujourd'hui n'est pas la forme qu'elle aura demain, ni après-demain, puisqu'on a vu dans l'histoire qu'elle a beaucoup changé, que c'est contingent, que vous pouvez le faire. Alors comment la changer pour que l'esprit humain surmonte ce que l'esprit humain a fait ? Nous avons construit des machines infernales, nous pouvons très bien surmonter la construction que nous avons faite, tracer sur le front du golem le mot « émettre », le faire tomber en poussière et reconstruire quelque chose de super. 2. Comment est-ce qu'on peut mettre du sens, à titre personnel, dans nos métiers pour pouvoir participer à cette vibration d'alerte sur lesquelles les termites ont un peu d'avance, il faut qu'on s'y mette, quoi. Comment mettre du sens dans nos métiers ? La troisième question, comment garder de l'avance et de la différenciation sur le marché pour être compétitif, pour continuer à faire de la rentabilité, parce qu'il ne s'agit surtout pas de fragiliser les entreprises. Si on les fragilise avec leur capacité d'action, peut-être que personne ne pourra résoudre les problèmes dans lesquels on est. Donc il faut au contraire leur donner de la force. Donc comment garder de l'avance en agissant cette fois par anticipation et surtout pas par posticipation. Comment faire ça ? Et enfin, comment réengager les équipes, les gens avec qui on bosse, en haut, au-dessus, en bas, dans un moment où le lien social est absolument distendu. Ce que disait Niels en introduction, ça a été terrible. Moi, pendant 2 ans, je suis sociologue, on m'a enlevé la société, donc ça a été vraiment très dur. Je n'ai plus rien à étudier, je regardais les tables, les objets, etc. Comment pouvoir réengager les équipes par la fierté pour pouvoir avoir le sentiment que vous participez à l'habitabilité du monde. L'habitabilité du monde, c'est le prérequis de l'action écologique. Si le monde n'est pas habitable, vous ne pourrez pas prendre des décisions de gouvernance qui vous permettront d'incurver les émissions carbone. S'il y a un soulèvement social, vous ne pourrez pas faire passer les lois qui permettront de le faire. S'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, vous allez créer des paniques. Demandez-vous quel est le projet écologique de l'Afghanistan depuis le retrait des troupes américaines en 2021. Il faut que le monde soit habitable pour que nous puissions le sauver. Il faut qu'il y ait un monde pour qu'on puisse le sauver. Et ça, c'est l'angle mort de l'écologie. On a tous vachement envie de faire de l'écologie, on a juste oublié que le monde de demain ne ressemblera pas au monde d'aujourd'hui. Il faut donc utiliser des machines très fortes pour pouvoir le changer. Et je vous laisse avec une idée. Quelle est la raison pour laquelle je viens aujourd'hui, moi qui passais une thèse dans un labo à la Sorbonne, et qui, à un moment donné, me suis dit « Non, je ne vais pas faire ça, je vais monter une boîte. Je vais travailler avec des philosophes de l'éthique. » La définition de l'habitabilité du monde que j'ai donnée tout à l'heure, elle vient d'une jeune philosophe de l'éthique, Julia Colucci-Corté. Je vais travailler avec des anthropologues qui travaillent sur la nature. Je vais travailler avec des philosophes de la technique. Et on va aller dans les boîtes, et on va parler à ces gens, et on va faire des incroyables projets sur la confiance en soi chez les femmes, sur l'enracinement, sur la nature, sur la confiance, sur le territoire. Pourquoi est-ce que j'ai envie de travailler avec les entreprises ? Tout simplement parce qu'une boîte, c'est une manufacture de subjectivité. Une entreprise, avec ses objets, avec ses services, avec sa culture, elle fait des gens. Lorsque vous sortez de votre boîte, vous avez appris plein de trucs. Ce que vous avez appris à faire, vous allez le passer à d'autres personnes. Quand j'utilise un objet qui vient de chez vous, je me dis « Tiens, c'est comme ça, un truc devrait être fait. » Ou « Tiens, ça ne devrait pas être fait comme ça. » Lorsque j'utilise un service, je me dis « C'est évident que le truc, il est là. Je ne pourrai plus jamais revenir au truc d'avant. » Une entreprise, c'est une industrie de la vie. Vous avez aussi vu un truc, c'est qu'il n'y a pas une seule femme dans toute ma présentation. Pas une seule. Pourquoi ? Non, c'est une bonne nouvelle. Parce que ce qu'on vient de faire depuis tout à l'heure, c'est parler de l'ensemble des problèmes de la civilisation.
Et l'ensemble de ces problèmes sont le fruit plutôt d'hommes. Par contre, aujourd'hui, il y a un champ incroyable qui s'ouvre à vous, l'éthique du soin, l'éthique du care, sur lequel travaillent des femmes exceptionnelles, Carol Gilligan, John Tronto, qui fait une architecture du soin, et bien évidemment Judith Butler. Et Judith Butler, elle nous pose un truc très simple. Elle nous dit, si l'entreprise doit faire quelque chose, elle doit faire quelque chose qui nous amène à la vie bonne. Et elle nous pose la question, qu'est-ce que la vie bonne? Parce que c'est facile, l'habitabilité du monde, mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Elle dit si, il y a un truc commun à tout le monde, la vie bonne. La vie bonne, c'est une vie dans laquelle on n'est pas tout seul comme des cons. La vie bonne, c'est une vie qui est vécue avec les autres, dans la reconnaissance de nos mécanismes d'interdépendance, de connexion, de relation les uns avec les autres. Notre destruction du mode relationnel que disait tout à l'heure Bateson, c'est-à-dire que dans nos idées, manière de penser le monde, on s'interface à lui avec la domination, nous empêche de voir qu'il existe un mode relationnel de prévention, de sauvegarde, de collaboration, qui est en train de revenir et qui nous permet de travailler avec, notamment l'environnement. Si je dois vivre une vie bonne, cette vie bonne que je veux construire, ce sera une vie bonne vécue avec les autres. Une vie qui ne serait pas une vie sans les autres. À chaque fois que vous compartimentez, que vous faites du silo, que vous travaillez en vertical, que vous coupez, que vous séparez, que vous construisez un truc, que vous créez des silos d'attention dans lesquels chaque personne chez lui va regarder avec un device différent sa série en disant « c'est génial, c'est de l'ultra-personnalisation ». Et l'ultra-personnalisation se produit aux dépens de la communauté. C'est un truc qui est ultra-personnalisé, vous donnez une idée dans la tête de quelqu'un qui est que c'est mieux quand on fait un truc qui est fait rien que pour toi et que tu es unique. Et tu sais comment ça s'appelle, le fait de parler que d'hommes et que de ne dire à aucun moment qu'on parle que d'hommes? Quand on travaille sur un syllabus universitaire, ça s'appelle hidden curricula, un syllabus caché. Ça veut dire que, sans rien dire, tu montres à tout le monde qu'il n'y a que des hommes qui sont importants. Dans chacun de vos produits, il y a un syllabus caché. Sans le dire, vous permettez des choses. Et ce que vous devez permettre aujourd'hui, peut-être sans le dire, c'est le fait de renouer avec cette civilisation de la relation. Pourquoi? Et c'est le mot que je vous laisserai, parce que vous êtes une entreprise, vous êtes une industrie de la vie. Vous manufacturez de la vie en société. Vous ne faites pas des produits, vous ne faites pas des services, vous ne faites pas de la culture. Vous faites de la quotidienneté, vous faites du bisou le matin, vous faites du temps avec les enfants, vous faites de l'espoir, vous faites de la confiance, vous faites de la libido, vous faites du désir, vous faites de la société. La seule question que nous devons nous poser, et sur la base de laquelle nous devons évaluer la production de l'ensemble des capitaux qui, aujourd'hui et demain, s'assureront de l'habitabilité du monde, c'est si l'entreprise apporte quelque chose à la table du monde, comment s'assurer qu'elle apporte quelque chose de bien? Merci.